avec Stéphane Beaulac, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour, monsieur. D'abord, que dit exactement ce pacte? On n'a pas assez de temps pour couvrir l'ensemble parce que ça fait une quarantaine de pages, mais essentiellement, ça couche par écrit quelques 23 objectifs qu'on explicite dans les pages qui suivent. Et pour le résumer à l'essentiel, c'est que l'on souhaite s'entendre sur les bonnes pratiques en matière de migration internationale. Comment gérer l'augmentation des flux migratoires. Sans rentrer dans le détail de la genèse de cet instrument juridique non contraignant, vous l'avez souligné, puis c'est important de bien comprendre que c'est pas comme si c'était un traité. Là. Ça n'impose pas d'obligations internationales aux États qui souhaitent y adhérer. Mais pour revenir à qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui a amené à la création de cet instrument juridiquement non contraignant, c'est en lien avec la crise qui a été convenue d'appeler la crise migratoire de 2015, surtout en Europe, qui a conscientisé la communauté internationale. On est arrivé en 2016 à adopter la déclaration de New York, qui essentiellement annonçait l'intention de coucher par écrit un texte sur les bonnes pratiques en matière de migration internationale. Et on a négocié le texte, on l'a travaillé et la version finale a été adoptée en juillet dernier. Et c'est ça aujourd'hui qui essentiellement a été entériné, ni plus ni moins, par je pense que c'est plutôt 162 États de la communauté internationale. Mais pourquoi est-ce que ce pacte suscite autant d'opposition? Écoutez, c'est parce que ça concerne un des enjeux de l'heure qui, trop souvent, ne fait pas consensus, qui suscite les passions ou qui est intermélangé avec les différentes idéologies. On pourrait le résumer au gauche-droite, mais c'est plus complexe que ça. Si on revient à la négociation du texte en juillet dernier, il y avait 192 États autour de la table de négociation qui se sont entendus, des représentants, des intervenants des différents États de la communauté internationale. En juillet dernier, les États-Unis avaient déjà débarqué, mais on n'est pas surpris parce que depuis l'arrivée de l'administration Trump, disons que la chaise est plutôt vide dans les forums internationaux et dans la négociation d'instruments internationaux. Mais de ces 192, il y en a quand même une autre vingtaine d'États qui ont débarqué, si je puis dire, depuis. On parle d'Israël, de l'Australie, puis d'une quinzaine, voire plus, d'États de l'Union européenne. Puis c'est pas juste des États qui sont confrontés à des réalités de gouvernement de droite comme en Pologne ou en Hongrie. Non, il y a un bon nombre d'autres pays, puis on parle de l'Italie, de la Slovaquie, puis même la Belgique a hésité jusqu'à la dernière minute. Tout ça pour dire que il y a cette idée que l'on devrait garder la pleine marge de manœuvre pour exercer sa souveraineté interne et gérer les problématiques touchant l'immigration internationale. On craint, pour le présenter à contrario, on craint justement de se voir limité dans sa marge de manœuvre si on s'engage à respecter ces 23 objectifs qui sont explicités. Certains qui sont plus problématiques, ça serait peut-être exagéré, mais qui suscitent plus la polémique. On pense, parce que ça a été souligné à grands traits par les troupes d'Andrew Scheer à Ottawa la semaine dernière, à un des objectifs qui touche directement ou à tout le moins indirectement la liberté d'expression, la liberté de presse, parce que l'on suggère que les États devraient s'engager à favoriser la bonne information indépendante, objective, de qualité et tout ça concernant l'immigration, mais on ajoute qu'on s'engage à limiter le financement des médias qui ne respecteraient pas de telles directives. Et c'est là que ça rend certaines personnes inconfortables parce que dans nos démocraties constitutionnelles, on tient en haut prestige la liberté de presse, la liberté de religion. Bon, vous dites qu'en juillet, il y avait 192 États qui négociaient. Là, il y en a peut-être 161, 162
une 160aine qui ont signé le pacte en question. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans les textes ou qu'est-ce qu'il y avait comme idée qui a fait en sorte que l'Australie, la Pologne, l'Autriche disent nous, on signe pas ça? Ben, c'est l'appréciation générale. Je faisais référence tantôt. On a peut-être exagéré un peu, mais c'est sous le thème du maintien de la pleine souveraineté nationale pour gérer et décider pour nous-mêmes, à l'interne, de comment réglementer et décider des quotas, etc. Il y a eu des exagérations, puis on en a entendu quelques-unes lors des débats, mais c'est la joute politique, vous me direz, puis c'est vrai, on a instrumentalisé cet instrument international pour casser du sucre un peu sur le dossier des migrations internationales. Alors, de part et d'autre, c'est la joute politique, je disais, peut-être exagérer certaines choses, mais on suggérait parfois que ça allait jusqu'à imposer des quotas, des nombres particuliers ou augmenter les nombres de migrants à être reçus au Canada. Ça, il n'y a rien de ça qui est prévu dans l'instrument en question. C'est juste, je le disais tantôt, on a couché par écrit les bonnes pratiques pour mieux harmoniser les façons de faire, s'inspirer de ce qui a fonctionné dans l'histoire récente de la gestion des flux migratoires et s'entendre pour que finalement les pays qui reçoivent ces flux migratoires. Et ça, c'est une des choses, tantôt je ne l'ai peut-être pas suffisamment souligné, la vingtaine de pays qui ont débarqué, si je puis dire, ben c'est ça qui est dommage, ce sont des juridictions qui reçoivent les flux migratoires. Alors, c'est peut-être pas si important quand on pense une vingtaine sur 160, mais c'est que la très grande majorité de ces pays ne sont pas confrontés aux réalités de la migration internationale. C'est très positif de recevoir des migrants, mais il faut pas faire l'autruche, là, il y a quand même un coût, il y a un fardeau imposé aux juridictions qui reçoivent des nombres élevés de migrants internationaux. Alors, de ces juridictions, ben la plupart, toutes, sont des pays qui reçoivent de ces migrants internationaux. Alors là, finalement, on a un nombre significatif de juridictions qui ne suivront pas cette initiative internationale qui améliorerait, ni plus ni moins, l'harmonisation des pratiques en la matière. D'accord. Mais est-ce que c'est le cas de l'Australie, de la Pologne et de l'Autriche? Est-ce qu'ils recevaient beaucoup de migrants? Ah oui. Ah oui? C'est géographiquement, si on se ferme les yeux puis on imagine l'Europe, c'est sûr que la Pologne ne touche pas au nord de l'Afrique, mais c'est que à l'intérieur, ça c'est la réalité de l'Union européenne, c'est que sont dispatchés, si vous me prêtez la mauvaise expression en français, ils sont répartis dans les États membres de l'Union européenne pour aller à l'Australie. Ben, l'Australie reçoit des flux migratoires importants. Depuis un bon nombre d'années et suivant les orientations politiques des gouvernements au pouvoir, ben il y a des pratiques qui faisaient sourciller notamment la détention sur des îles à l'extérieur du continent australien. Alors, ce sont des enjeux qui sont font l'objet de polémiques dans la politique australienne. Alors, on n'est pas si surpris que ça qu'il a débarqué l'Australie. Deux dernières questions parce que le temps passe. Le chef du Parti conservateur du Canada, dont vous en avez parlé, Andrew Scheer, lui a critiqué l'entente notamment sur les questions de souveraineté que le pacte suscite. Est-ce que le Canada a eu raison de signer ce document? Ben, écoutez, je vais faire attention. Vous parlez à un intervenant qui a un chapeau de juriste. Je ne me prononcerai pas sur l'opportunité politique d'aller de l'avant ou pas. Qu'est-ce qui est certain, c'est que parce que ça suggérait que les pays qui ont débarqué ont tort. Puis je suis pas prêt à aller aussi loin ou de me prononcer là-dessus. Qu'est-ce qui est certain, c'est que ça relève du juridique. Quand on regarde les tendances traditionnellement du Canada et d'autant plus depuis l'arrivée des libéraux au pouvoir en 2015, on se souviendra notamment des tweets du premier ministre Justin Trudeau qui lançait une invitation ouverte aux demandeurs d'asile
aux États-Unis de venir se réfugier justement au Canada suite au changement de politique de l'administration Trump. Tout ça pour dire que ça va dans le sens de l'approche qui est prise très clairement, la posture que le Canada prend sur ces enjeux touchant la migration internationale. Donc, c'est sans surprise, là. Ça va de soi que le Canada était pour non seulement aller de l'avant et adhérer à cet instrument, mais continue à jouer un rôle de leader, un certain leadership international à cet égard. Bon, encore une fois, on dit, le pacte, c'est pas un traité. Le document a un poids réel, oui ou non, on ne sait pas, on verra bien. Mais le document en question, le pacte préconise de s'attaquer aux causes qui poussent les personnes à l'exil. Oui. Quelles sont les solutions proposées par le pacte? C'est des bonnes intentions. C'est certain que des articulés, c'est une bonne chose, mais les root causes, là, les causes réelles qui causent les flux migratoires, ben ça c'est probablement le plus grand défi à long terme pour essayer de stabiliser les flux migratoires à travers le monde. J'aimerais revenir sur un des points que vous disiez, là, de voir l'impact. Ça c'est une des en droit de cette. Ça c'est une nuance importante à faire. On souligne à grands traits et avec raison que l'instrument est non contraignant en droit international. Toutefois, en revanche, il faut se garder de penser que c'est sans signification juridique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que au Canada, puis c'est le cas dans d'autres juridictions à travers le monde, les tribunaux peuvent s'inspirer des instruments internationaux pour aider à interpréter et appliquer le droit canadien. Ça, concrètement, au pays, ça veut dire, par exemple, que dans un dossier en cour d'appel fédéral, un ou une juge pourrait très bien avoir recours aux objectifs qui ont été adoptés aujourd'hui à Marrakech pour aider à interpréter la loi sur l'immigration et sa réglementation. Donc, quand M. Scheer et les conservateurs à Ottawa la semaine dernière disaient ben c'est pas sans conséquence en droit interne, on devrait avoir un débat public autour de l'opportunité d'aller de l'avant et adhérer à cet instrument international, mais il n'y avait pas tard parce que de fait, en droit interne, ça peut avoir une influence sur notre droit canadien et québécois. Stéphane Beaulac, professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Merci infiniment. Au plaisir, monsieur.